Fausse croyance volume 6, action. Magnéto, Serge. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée une nouvelle fois à une fausse croyance. Alors ces fausses croyances en matière d'investissement immobilier, elles sont régulièrement véhiculées, transmises, publiées par des investisseurs immobiliers qui sont eux-mêmes sous l'influence des coachs immobiliers, des vendeurs de formation qui utilisent donc les groupes d'investisseurs immobiliers, les réseaux sociaux, des vidéos YouTube pour justement transmettre ce que j'estime moi être de fausses croyances. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est particulièrement important dans le sens où l'élément que nous allons étudier, à savoir le cash flow, est un élément fondamental du discours des vendeurs de formation. Et on va se demander si finalement le cash flow, qui est survendu comme étant l'élément le plus important en immobilier, et n'est tout simplement pas une illusion, et si c'est réellement l'indice de performance le plus important, le plus pertinent d'un investissement immobilier. Donc on va étudier cela, et puis ensuite on va étudier ce que moi j'estime être de véritables indicateurs de performance immobilier. Et on va aussi revenir sur une certaine confusion qui est effectuée par 99% des coachs immobiliers afin que vous ressortiez de cette vidéo avec des informations claires, fiables, qui vous permettent à vous d'analyser et de décider ce qui est l'indicateur de performance le plus important pour vous lorsque vous vous intéressez à un investissement immobilier. Donc le contexte est le suivant. Alors vous savez, je suis régulièrement sur les groupes d'échange d'investisseurs immobiliers, je suis présent sur les réseaux, je suis présent sur YouTube et j'observe, et ça c'est depuis plusieurs années, en réalité c'est depuis que les taux d'intérêt ont considérablement baissé, on est donc sur une obsession pour donc la notion de cash flow. Alors avant de revenir sur la définition du cash flow, il faut bien admettre que ce soit les investisseurs immobiliers ou les coachs immobiliers, on est sur une obsession, on parle d'investisseurs rentables aujourd'hui et pas dans 20 ans. On veut absolument connaître les chiffres d'un investissement et notamment les chiffres de cash flow lorsqu'un investisseur évoque un investissement qu'il vient de faire sur un forum lié à l'immobilier. On a également des investisseurs ou des coachs qui indiquent, ça c'est magnifique, qu'un investissement n'est pas rentable s'il ne dégage pas au minimum 500 € de cash flow net tous les 100 000 €. En gros, on nous explique que seul le cash flow compte. Il y a vraiment un consensus sur la majorité des groupes immobiliers, sur la majorité des réseaux sociaux ou des chaînes YouTube de coachs. Consensus autour de l'idée que seul le cash flow est important et que si tu investis pour générer 50 € de cash flow, c'est un véritable échec et que ton investissement n'est pas performant. Alors je vais être direct, pour moi, ce sont d'énormes conneries. Je vous demande de vous arrêter. Indiquer qu'un investissement n'est pas rentable parce qu'il ne dégage pas de cash flow positif, pour moi, je le répète, c'est une énorme ânerie. Et évidemment, je vais vous démontrer pourquoi avec des arguments et des exemples chiffrés. Alors la première chose, c'est un rappel, et je dis ça pour les jeunes investisseurs. Il faut savoir que ceux qui investissaient il y a un peu plus de 15 ans, on empruntait à des taux d'emprunt supérieurs à 5% sur des durées de 25 ans. Donc vous imaginez bien que la notion de cash flow positif, sachant que la location courte durée ne s'était pas forcément développée à cette époque-là, de même pour la colocation, donc la notion de cash flow positif, elle était plus difficile à obtenir. Quand on était à l'autofinancement, on était déjà très content. Et pourtant, il était possible d'effectuer des investissements rentables. En revanche, il est vrai qu'avec des taux à plus de 5% sur cette durée-là, les formations immobilières pour devenir rentier en cash flow, effectivement, n'auraient probablement pas vu le jour, dans le sens où, comme je l'ai dit, il était particulièrement difficile déjà d'arriver ne serait-ce qu'à l'autofinancement. Donc en réalité, cette mode du « deviens rentier en immobilier », elle est surtout due, pas que, mais majoritairement due à la baisse globale des taux d'intérêt qui ont permis d'avoir des mensualités beaucoup plus basses, de payer moins d'intérêt et donc de pouvoir obtenir un cash flow positif. Donc très clairement, celui qui souhaite investir pour vivre de son cash flow et remplacer son salaire par le cash flow, ce qui peut être d'ailleurs une énorme bêtise, et là je vous invite à regarder la fausse croyance numéro 3, qui vous explique pourquoi il ne faut pas quitter son emploi pour vivre de son cash flow.
Mais donc on ne va pas répéter ce qu'on a dit, donc ceux qui sont intéressés, vous aurez le lien en description. Pour celui qui souhaite effectivement donc vivre de son cash flow, ou en tout cas gagner énormément de cash flow pour compléter comment dirais-je, ses revenus de salarié ou comment dirais-je, d'entrepreneur, effectivement, lui, il va être omnubilé et il va se focaliser sur le cash flow. Et pour lui, ça va devenir un élément fondamental. Et on va voir ensemble pourquoi c'est une erreur. Encore une fois, je ne dis pas qu'il est mauvais d'avoir un investissement qui génère du cash flow positif, pas du tout. J'indique que c'est une fausse croyance, que c'est une énorme connerie d'indiquer qu'un bien n'est rentable que s'il dégage du cash flow et qu'on est bien trop focalisé, obsédé par le cash flow, alors qu'il y a des leviers, des indicateurs d'enrichissement qui sont probablement bien plus pertinents. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le cash flow? Qu'est-ce que ce terme qui est utilisé très régulièrement par de nombreux vendeurs de formation? Alors, le cash flow, en fait, ça totalise l'ensemble des flux de trésorerie qui vont être générés par les activités d'une société. Donc là, en immobilier, très clairement, ça va, comment dirais-je, définir l'excédent de trésorerie. Autrement dit, c'est la différence entre les flux entrants, à savoir le loyer et les charges qui seront refacturées, et les flux de sortie qui concernent les dépenses. Et d'ailleurs, si on est précis, on va distinguer le cash flow brut, qui lui correspond donc au loyer mensuel avec les charges comprises, moins la mensualité de crédit. On va distinguer également le cash flow net, donc qui lui se calcule en enlevant au loyer mensuel, charges comprises, les mensualités de crédit ainsi que la taxe foncière, les charges de copropriété, les assurances, donc notamment l'assurance P&O, les frais de gestion, la garantie loyer impayé, les travaux d'entretien, etc. Et enfin, on va distinguer ce qu'on appelle le cash flow net d'impôt, que certains appellent le cash flow net, et qui lui en fait va être comme le cash flow net, mais en plus, enfin plutôt en moins, on va soustraire donc le montant des impôts qui sont générés qui sont créés en réalité par les revenus locatifs qui sont touchés par l'investisseur. Alors déjà, un point de vigilance, beaucoup de coachs immobiliers, lorsqu'ils parlent de cash flow, ils évoquent le cash flow brut, ils ne tiennent pas compte de l'imposition, des travaux, etc. Donc, soyez vraiment vigilants lorsque vous voyez des réussites participants, des vidéos témoignages. Bien souvent, quand on creuse, on se rend compte qu'en réalité, les cash flows sont bien moindres et ça a été déjà démontré sur cette chaîne. Revenons sur le sujet donc, du cash flow. Concrètement, le cash flow il dépend de deux éléments. D'une part, donc, les recettes et d'autre part, les charges. Si on s'intéresse aux recettes, concrètement, pour un même bien, elles vont dépendre, donc ces recettes, du mode d'exploitation, c'est-à-dire si on effectue une location nue, meublée classique, courte durée ou colocation, évidemment, pour un même bien, les recettes vont bien évidemment varier. Concernant maintenant les charges qui vont impacter donc le cash flow, on trouve effectivement la mensualité de crédit. Et cette mensualité de crédit, elle dépend de quoi? Elle dépend d'une part de la durée d'emprunt qui a été adoptée lorsqu'on a effectué l'achat d'un bien immobilier, et d'autre part de l'apport qui a été investi pour réaliser cette opération. Et je précise que si on parle de cash flow net d'impôt, bien évidemment, dans les charges qui vont impacter le cash flow, on aura l'impôt, et l'impôt qui va lui aussi dépendre d'une part du mode d'exploitation, si on est en location nue ou si on est en location meublée, effectivement ça va impacter la façon dont on va être imposé, et de la même façon, cet impôt va également dépendre du régime de déclaration. Si on est au micro-foncier ou au foncier, au réel, ou si on est au micro-BIC ou au régime réel. Tout ça, vous allez pouvoir le comprendre pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos. Il y a des vidéos de formation, 4 volumes de formation donc sur la chaîne. Formation fiscalité complète, validée par un cabinet d'exercice comptable, avec des exemples chiffrés qui vont vous permettre de détecter les différences et de voir l'impact d'ailleurs d'un simple choix de régime de déclaration. Donc si on se recentre sur cette notion de cash flow pur, reconnaissons que le cash flow, il dépend surtout du fait qu'on ait mis un apport, et il dépend également de la durée d'emprunt, puisqu'effectivement, l'apport et la durée d'emprunt vont impacter
la charge, la mensualité de crédit. Autrement dit, pour un même investissement avec des recettes semblables, eh bien, le cash flow il va évoluer selon la durée qui va être appliquée. Donc démonstration, on va prendre 2 exemples. Premier exemple, j'achète un studio à 100 000 € en zone tendue, je prends un crédit sur 25 ans, je ne mets pas d'apport, et je vais louer donc ce studio 600 € par mois pour une mensualité de 450 € par mois. J'ai donc un cash flow brut de 150 € par mois. Deuxième exemple, je suis sur le même bien, simplement j'ai pris une durée de crédit plus courte, c'est un crédit sur 15 ans, toujours sans apport. Le loyer c'est le même, 600 €, et ma mensualité donc va être supérieure puisque évidemment j'ai une durée plus courte, donc je vais payer plus cher par mois. Et la mensualité va être de 650 €, et donc ce qui va générer un cash flow brut négatif de moins 50 € par mois. Donc là, évidemment, si vous demandez l'avis à un vendeur de formation ou à un investisseur qui a été formé et qui boit ses paroles, et vous lui dites alors, est-ce que c'est un bon investissement, voilà, l'investissement dans un studio sur 15 ans avec moins 50 € de cash flow mensuel, évidemment, on va vous expliquer que c'est un mauvais investissement. Pourtant, si vous lui présentez cet investissement avec un cash flow positif, il va vous dire que c'est un bon investissement. On parle du même studio. C'est le même studio, mais dans un cas, c'est un bon investissement et dans un autre cas, c'est un mauvais investissement. C'est ça qu'on nous explique. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. En sachant en plus qu'une durée d'emprunt plus courte est un levier d'enrichissement plus puissant. Ça a d'ailleurs été l'objet de la vidéo Fausse croyance numéro 1 sur cette chaîne, avec donc chiffres à la pluie, avec différents scénarios. Donc en plus, on pourrait, comment dirais-je, tout simplement admettre qu'une durée plus courte, c'est une autre stratégie. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une autre stratégie. Et qui a une autre forme d'enrichissement qui s'effectue par l'amortissement du capital qui est supérieur et qui va compenser en fait la différence de cash flow et qui va permettre également, lors de la revente, un arbitrage qui sera plus porteur. Donc, je vais pas revenir également sur les détails, je vous invite à consulter la vidéo, le lien sera en description. Mais donc là, vraiment, on commence en douceur. Là, dans cet exemple tout à fait trivial, on se rend compte que si on présente donc cet investissement, c'est l'exemple numéro 2, à un vendeur de formation, il va vous dire non, le cash flow, il est pas assez élevé, il est négatif, on n'y va pas, quoi. Alors que pour moi, en tout cas, je le répète, si c'est en zone tendue et que le bien il est quasiment à l'équilibre sur une durée de 15 ans, en sachant que le crédit est fixe, qui a probablement un contexte inflationniste qui va vous permettre d'avoir un loyer qui va pouvoir être augmenté, ne serait-ce qu'avec l'IRL, même si on est dans une zone plafonnée. Enfin, moi, voilà, personnellement, je pourrais considérer que c'est un investissement rentable. Et on va voir d'autres indicateurs un peu plus tard qui vont vous permettre de comprendre que c'est un investissement rentable. Exemple numéro 3, on est toujours sur ce même studio de 100 000 €, donc acheté en zone tendue. Le crédit, il est donc sur 15 ans. Donc évidemment, là, on était sur un cash flow négatif, donc il ne faut surtout pas y aller, évidemment. Mais on met 40 000 € d'apport. Donc on le loue toujours 600 €. La mensualité avec l'apport, évidemment, elle va être plus basse. Elle va être de 380 € par mois. Et là, le cash flow brut, il va être de 220 € par mois. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire les vendeurs de formation là, dans ces cas-là? C'est un super investissement. 220 € par mois pour un studio en zone tendue, magnifique. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Encore une fois, c'est un exemple simple, c'est volontaire. Dans la suite de la vidéo, on va être un petit peu moins simple, un peu plus précis. Mais simplement pour vous démontrer que selon la lecture qu'on a d'un cash flow, un investissement il va être dans un cas très bien et puis dans un autre très mauvais. Donc en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que le cash flow, il dépend de l'apport et de la mensualité de crédit, donc de la durée d'emprunt. Donc il ne définit en aucun cas la pertinence d'un investissement ou non. Alors du coup, si le cash flow, ce n'est pas un indicateur de performance, à quel indicateur se fier? Alors là, on va étudier deux indicateurs sur lesquels d'ailleurs il y a une grande confusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coach, à ma connaissance, qui ne confonde pas ces deux indicateurs. Moi-même, il m'est arrivé de confondre brièvement ces deux notions, mais très sincèrement, je crois que 99% des coachs confondent ces deux notions. Or, la différence est fondamentale. Elle est fondamentale dans la lecture justement qu'on va avoir d'un investissement immobilier. Donc ces indicateurs, c'est le rendement et la rentabilité. Alors naturellement, quelle est la différence? Alors c'est très simple.
Le rendement, il comprend uniquement les revenus du capital investi. Alors que la rentabilité, elle comprend à la fois les revenus du capital investi, ainsi, et c'est très important, que la variation du capital investi. Autrement dit, le rendement, il va s'intéresser uniquement aux revenus issus donc de l'achat immobilier, alors que la rentabilité, elle va prendre en compte donc ces revenus, mais également la plus-value éventuelle. Et je précise, et c'est très important, qu'aucun de ces indicateurs ne dépend du financement. Encore une fois, sur les forums où il y a même des coachs, parfois ça m'étourdit, des personnes qui disent ah bah ton bien il n'est pas rentable parce que tu as pris, un crédit sur 15 ans. Dans la formule de calcul, à aucun moment la notion de financement n'est prise en compte. À la boulette. Donc quand vous avez un investisseur immobilier ou un coach immobilier qui vous interpelle et qui vous dit mais ton investissement il n'est pas rentable sur 15 ans, envoyez-le vers la formule de calcul, ça lui fera du bien. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Voilà, comme vous le voyez, la formule de calcul du rendement, elle se calcule très simplement. Vous prenez le total des loyers bruts ou nets, selon que vous recherchiez votre taux de rendement brut ou net, et vous allez le diviser par le prix d'acquisition du bien. Alors, communément, on n'intègre pas les frais de notaire, mais il y en a qui le font. Il y en a également qui vont intégrer les travaux qui ont été réalisés tout dépend en fait le taux de rendement que vous recherchez si vous voulez du brut ou du net. Si on prend l'exemple donc du studio qu'on achète 100 000 euros qui a fait donc l'objet des exemples précédents et qui est loué donc 600 euros, et bien dans ce cas, le rendement brut serait donc de 600 euros fois 12 mois divisé par les 100 000 euros, le prix d'acquisition, et on obtiendrait un rendement brut de 7,2%. Et maintenant, pour le calcul du taux de rentabilité, c'est très simple. On va simplement ajouter au total des loyers bruts ou nets de charges, soit la plus-value, soit la moins-value. Exemple, donc toujours pour ce bien donc à 100 000 euros, si on effectue une plus-value de 10 000 euros, effectivement, on va rajouter ces 10 000 euros qui représentent en réalité 10% du prix d'achat au taux de rendement pour obtenir une rentabilité à un taux de 17,2%. Donc maintenant qu'on a défini ce qu'étaient ces indicateurs, on peut se demander mais à quel indicateur je dois me fier? Alors tout d'abord le rendement, personnellement c'est mon avis, je considère que c'est un indicateur de performance, mais que cet indicateur doit être resitué et en corrélation avec les rendements qui pourraient être obtenus dans la même ville, dans le même quartier, dans le même emplacement. C'est-à-dire que si vous trouvez du 6% de rendement dans une ville où le rendement moyen pour un bien semblable est de 4%, on peut considérer que c'est un indicateur qui va m'indiquer que effectivement c'est peut-être un bien qui peut être porteur, qui peut être une bonne affaire. En revanche, si vous trouvez du 10% de rendement, on pourrait penser que c'est très bien, mais si dans cette même ville, dans ces mêmes quartiers où vous investissez, on trouve facilement du 12 ou du 13%, au contraire, cet indicateur, ce rendement, ne vous permettrait pas de vous assurer que votre investissement est forcément pertinent. Donc concrètement, pour moi, cet indicateur, il est utile pour resituer, pour comparer la pertinence de mon investissement, mais pour moi, il ne va pas assez loin. Et j'ajoute qu'il faut être particulièrement vigilant à toutes ces villes, toutes ces communes à fort rendement, puisqu'il s'agit la plupart du temps, en tout cas si le rendement provient d'une exploitation classique et non pas d'une exploitation en location courte durée, colocation, etc. Il s'agit bien souvent d'une zone risquée où on va avoir, une vacance locative supérieure aux autres zones, notamment les zones tendues, où on pourrait trouver un profil de locataire dégradé, on pourrait effectivement se retrouver dans des territoires qui seraient fragilisés, avec un peu de précarité populaire. Alors attention populaire, il y a de très bons quartiers populaires, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais en termes d'investisseurs, si on met l'émotionnel de côté, effectivement, ça serait plutôt des zones où on aurait une faible valorisation de notre bien immobilier.
Et n'oublions pas que le rendement, et c'est valable dans d'autres disciplines que l'immobilier, le rendement rémunère le risque. Donc si vous avez une zone à fort rendement, voilà, et soyez bien conscient que vous avez également davantage de risques. Maintenant, on va voir comment on va utiliser l'indicateur rentabilité. On l'a dit, la rentabilité, elle dépend à la fois du rendement et de la variation du capital investi. Cette variation du capital investi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et d'ailleurs que cette variation soit potentielle, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on évoque une plus-value espérée, c'est-à-dire que j'ai un bien que j'ai acheté 100 000 euros, j'estime qu'aujourd'hui, il vaudrait 150 000 euros. On est sur une plus-value potentielle. Qu'on soit sur une plus-value latente, c'est-à-dire qu'on est en cours d'investissement, donc sur un investissement locatif, mais on n'a pas encore revendu. Ou qu'on soit sur une plus-value réalisée, c'est-à-dire que là, ça y est, la revente a été effective, j'ai touché tant de plus-value, et bien, quelle que soit donc la nature de la plus-value, donc potentielle latente ou réalisée, cette plus-value doit être intégrée du début à la fin de tout investissement immobilier. C'est essentiel. Et c'est ce qui fait que pour moi, la rentabilité est l'indicateur le plus pertinent de la performance d'un investissement immobilier. Et c'est pour ça que j'ai dit il y a quelques instants que le rendement n'allait pas assez loin. Le rendement ne va pas assez loin parce que effectivement, on peut tout à fait avoir un investissement immobilier qui va produire un rendement positif, mais avoir une rentabilité négative. Je prends l'exemple d'un T3 que j'ai acheté 100 000 euros tout compris. On pourrait prendre l'exemple de 80 000 euros à l'achat et 20 000 euros de travaux. On le loue 775 euros par mois. J'ai un rendement brut de 9,3%, ce qui est quand même pas mal. Néanmoins, donc je le revends 90 000 euros. Donc j'ai une rentabilité globale qui est légèrement négative. Autrement dit, mon investissement n'est pas si pertinent que ça. Et pourtant, j'ai un rendement brut qui est élevé, qui est presque à 2 chiffres. Quand on est un investisseur immobilier, on doit, considérer l'intérêt global d'une opération. On doit considérer l'enrichissement global d'une opération. Et ça, évidemment, que ce soit le cash flow ou le rendement, ces deux indicateurs ne considèrent pas l'enrichissement global. Et d'ailleurs, en théorie, pour savoir si notre investissement locatif il a été performant ou pas, effectivement, on devrait en réalité, attendre après la revente du bien. Effectivement, quand on est investisseur immobilier, on ne va pas attendre d'avoir revendu un bien pour savoir si on a bien fait ou pas d'investir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des plus-values, potentielles et latentes que vous allez, quand vous allez étudier un projet, pondérer à la baisse pour vous assurer effectivement de pas intégrer une plus-value trop importante. Mais en théorie, la performance d'un investissement, elle ne se détermine en réalité qu'après la vente de ce bien. On va le voir avec des exemples chiffrés, mais si vous réalisez une moins-value, ou même si vous revendez au même prix, notamment dans un contexte inflationniste, comme c'est le cas actuellement, il est probable que vous ayez perdu de l'argent. Et ce, même avec un rendement locatif plus que correct, voire même avec un cash flow important. Donc c'est très simple, on va faire une comparaison. On va opposer donc ces deux indicateurs, la rentabilité et le cash flow. La rentabilité qui, selon moi, c'est personnel, est l'indicateur de performance le plus pertinent. Et on va donc comparer avec l'indicateur des coachs immobiliers qui ne jurent que par ça, à savoir le cash flow. Et donc pour cela, on va prendre deux exemples avec des chiffres qui ne sont pas contestables puisque je les ai pris aujourd'hui sur seloger.com, le site, donc qui sont réels. Et donc on va comparer deux investissements. On va comparer un investissement. Donc dans l'exemple numéro 1, c'est un T3, donc on en a parlé tout à l'heure, acheté 100 000 euros au total et donc qui est loué 775 euros par mois avec un crédit sur 25 ans et une mensualité avec les taux actuels de 2% de 425 euros par mois. On considère une revente au bout de 5 ans à un prix de 90 000 euros, ce qui est crédible dans le sens où on l'achète 80, on met 20 de travaux et on est dans une zone
à 2000 € du mètre, donc plutôt une zone qui n'est pas une zone tendue où on va dire l'actif ne se valorise pas. On a un rendement brut qui est de 9,3%, donc on a un rendement qui est quand même pas mal, et on a un cash flow brut donc de 350 € par mois, ce qui est quand même très intéressant pour un investissement donc de 100 000 €. Donc ce cash flow brut, il va générer 4200 € par an, soit au bout de 5 ans, au moment de la revente, donc de 21 000 €. Donc l'enrichissement brut total, il est de 11 000 € en 5 ans. Alors l'enrichissement, en réalité, il contient également l'amortissement du capital qui a été effectué en remboursant les échéances de crédit chaque mois. Mais vu que c'est une constante, puisque vous allez voir que l'exemple numéro 2, c'est exactement le même montant emprunté sur la même durée, effectivement, on ne va pas en tenir compte. Puisque le but, vous allez le comprendre, c'est de comparer un investissement avec un cash flow important, un investissement avec un cash flow moins important, et de visualiser l'enrichissement global. Donc comme vous pouvez le voir, les chiffres que je vous ai donnés, j'ai pris une annonce dans un quartier à Toulon, quartier Saint-Jean pour ceux qui connaissent, donc avec un T3 donc, au prix annoncé de 114 500 €. On considérera pour notre exemple qu'on a bien négocié ce prix pour obtenir un T3 donc, à un coût de 100 000 € au total. Et comme vous pouvez le voir, ce même type de bien dans le même quartier avec la même superficie se loue 774 €, charges comprises, par mois. Ça, c'est pour ceux qui souhaiteraient contester les chiffres. Donc, on va comparer ce cas avec un autre exemple, l'exemple numéro 2. Donc, on va reprendre notre exemple du studio qu'on achète 100 000 €, qui nous coûte 100 000 € au total, et qui est loué 600 € par mois, avec un crédit donc toujours sur 25 ans et une mensualité de 425 € par mois. Alors vous imaginez bien qu'on est plutôt dans une zone tendue puisqu'on achète un studio, on va dire un studio ça fait une vingtaine de mètres carrés, on est sur un prix de 100 000 € qui peut intégrer les frais de notaire, d'éventuels travaux, comme tout à l'heure le T3. Mais donc on va être plutôt sur un prix du mètre carré, on va dire entre 4 500 et 5 000 € du mètre carré, alors que tout à l'heure on était plutôt sur un prix du mètre carré autour des 2 000 €. C'est simplement pour comparer les deux investissements. Et donc ce studio, on le loue donc 600 € et on a un rendement donc, qui est inférieur puisqu'il est de 7,2% brut. Évidemment, le cash flow brut, il est inférieur à celui de l'exemple numéro 1, puisqu'il va être de 175 € par mois, donc ça va générer 2100 € donc brut par an, soit sur les 5 ans au moment de la revente, la somme de 10 500 €. En revanche, ce bien-là, au bout de 5 ans, on le revend 10 000 € plus cher. Donc, tout à l'heure, on avait pris l'exemple de la rentabilité, donc la rentabilité va être de 17,2%. Et l'enrichissement brut va être donc de 20 500 €, intégrant les 10 500 € de cash flow réalisés en 5 ans et les 10 000 € de plus-value. Encore une fois, il y aura également l'enrichissement par amortissement du capital, mais vu qu'on amortit autant que l'exemple numéro 1, parce qu'on a exactement le même crédit, on n'en tient pas compte. Donc ces exemples sont tout à fait crédibles. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Si on analyse, on remarque que malgré un cash flow double pour le T3, l'exemple numéro 1, l'enrichissement, il est près de 2 fois moindre. Et même si on admet qu'on revend le T3 au même prix, on va avoir un enrichissement brut global qui va être identique. Mais si on est honnête et qu'on parle d'enrichissement net, il est fort probable que le propriétaire du T3, il ait davantage de dépenses que le propriétaire du studio, ne serait-ce que pour les charges de copropriété, parce qu'il y aura plus de tantièmes, pour les impôts. Pourquoi? Parce qu'on aura des revenus supérieurs pour un amortissement qui sera le même que pour le studio, puisque le prix à amortir est le même. On aura également des frais d'entretien plus importants, puisque évidemment, quand on a des travaux à faire dans un 55 mètres carrés, ça a un coût supérieur aux frais d'entretien d'un studio de 20 mètres carrés. Donc même si on prend le cas d'une revente au même prix, on serait sur un enrichissement supérieur pour le studio qui pourtant, je le rappelle, a un cash flow qui est moindre, c'est-à-dire qui est 2 fois moins important que le cash flow du T3.
Alors on pourrait imaginer que on a un investisseur débutant qui pose une question à un coach immobilier qui ne jure que par le cash flow ou sur un groupe donc Facebook d'échange entre investisseurs et qui expose ces deux cas, ces deux appartements et qui disent bah voilà, je peux acheter un studio dans une ville, dans une zone tendue, mais par contre je vais générer que 175 € de cash flow brut, ou alors je peux acheter un T3 et là toucher 350 €, pardon. Eh bien là effectivement je suis certain qu'on aurait une majorité, comment dirais-je, de personnes, d'intervenants qui indiquerait, qui conseillerait à cet investisseur d'opter pour l'exemple numéro 1. Alors que, comme on vient de le voir, l'enrichissement global, il serait plus important pour le studio. La chatte qu'il a, la chatte! Donc, le coach immobilier ou l'investisseur immobilier qui serait donc focalisé, encore une fois, obsédé par le cash flow, serait dans ce cas d'un bien mauvais conseil. Alors je sais ce qu'on va me dire, on va me dire oui mais le cash flow qui va être supérieur va permettre d'augmenter sa capacité d'emprunt ou encore d'augmenter la création d'un apport pour un prochain investissement. C'est vrai, mais ça restera quand même inférieur à l'enrichissement qui aura été créé par l'investisseur qui aura une meilleure rentabilité. C'est-à-dire que celui qui a le studio, à la revente, il aura encore plus d'argent à investir que celui qui avait un cash flow supérieur et son T3. Ma vie, j'aurai un manque de chat! Alors il y en a aussi qui vont me dire, oui mais si on ne revend pas le bien, j'ai plus de cash flow, donc pour enchaîner c'est plus facile. Oui, effectivement, on a, des loyers qui vont être pris en compte qui seront supérieurs. Néanmoins, n'oubliez pas que quand vous remplissez un dossier de crédit bancaire, on vous demande également la valeur vénale de vos biens et on va comparer ça avec le capital restant dû. Donc sachez que la plus-value latente dans ce cas, qui sera latente puisque vous n'aurez pas revendu votre studio, elle aura également un impact dans la présentation de votre dossier pour enchaîner. Alors que bien évidemment, celui qui aura son T3 et qui aura donc un cash flow supérieur, des loyers supérieurs, quand il va donner la valeur vénale de son bien, effectivement, ça va être également pris en compte et de manière probablement plus négative. Donc c'est la démonstration concrète et difficilement contestable que le cash flow n'est en aucun cas l'indicateur d'enrichissement de performance le plus pertinent. Alors je sais que je me répète, qu'il m'a fallu un peu plus de 30 minutes pour vous démontrer tout ça, mais je crois qu'il fallait vraiment prendre le temps pour que tous ceux qui doutent, tous ceux qui ont envie d'entendre un autre discours et avoir une autre vision de l'immobilier, prennent en considération cette démonstration. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, d'ailleurs j'ai failli en parler dans cette vidéo, mais je voulais quand même rester sur des notions simples et facilement compréhensibles. Pour aller plus loin, en réalité, il faudrait prendre en compte, quand on s'intéresse à un investissement, à la notion d'actualisation, c'est-à-dire à l'inflation. Et pour ça, vous avez d'autres indicateurs qui sont très pertinents, qui prennent en réalité indirectement en compte la rentabilité. C'est le calcul du TRI, donc c'est le taux de rendement interne, et le calcul de la VAN, c'est la valeur actuelle nette. Donc le calcul de ces taux, de ces indicateurs, de ces valeurs nécessite, on va dire, un peu plus de technique. Notamment, c'est plus pratique de le faire avec des tableaux Excel. Je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable ou alors sur Internet, vous avez des simulateurs qui vous permettront vraiment d'avoir une lecture tout à fait pertinente d'un investissement immobilier. Alors pour ceux qui souhaitent soutenir cette chaîne de formation gratuite et qui souhaitent récupérer les PDF ou les différents e-books de formation, et ils commencent à être nombreux maintenant, n'hésitez pas à effectuer un don sur la plateforme Tipeee dont le lien sera en description. Pour les autres, bonne formation sur cette chaîne. Je vous rappelle qu'on a un peu plus de 27 heures, 28 heures de formation gratuite qui sont toutes validées par des professionnels. Je vous dis à très bientôt. On va se retrouver très bientôt puisque j'ai d'autres vidéos fausses croyances qui sont tout aussi importantes. Et n'oubliez pas, le cash flow est une illusion. À bientôt. La chatte qu'il a, la chatte! Ma vie, j'aurai un manque de chatte! Toute ma vie, putain!